Voilà, c'est bon pour moi. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette seconde conférence organisée dans le cycle que nous animons autour de l'exposition Filmer les procès, accueillie aux Archives départementales des Yvelines. Avant de présenter notre invité, quelques mots pratiques sur l'organisation de cette séance qui se passe, comme vous le constatez, en visio. Donc nous sommes ensemble à peu près pour 45 minutes maximum. Cette conférence sera enregistrée et vous pourrez la visionner sur le site des Archives départementales des Yvelines. Quelques mots donc avant de présenter notre invité de ce jour. Sur l'organisation de cette exposition. Donc, Filmer les procès est une exposition organisée par les Archives nationales, accueillie aux Archives départementales jusqu'au 22 avril, donc vous avez encore le temps de pouvoir la voir. C'est une exposition qui présente à partir des archives audiovisuelles des grands procès historiques conservés par les Archives nationales, des montages de films donc de procès qui ont reçu l'autorisation d'être captés par la loi de 1985, la loi Badinter, qui autorise dans des cas exceptionnels les procès à dimension Ouais, mémorielle, tu vas la bénéficier possibilité maintenant. de pouvoir être visionné et donc filmé par, euh, par cette autorisation spéciale. Dans ces procès, on voit des choses depuis la Seconde Guerre mondiale, des procès de l'épuration, des procès pour faits de collaboration. Donc il y a les procès Barbie, Touvier, Papon, et ça va comme ça jusqu'au procès du Rwanda. Voilà, donc nous allons accueillir ce soir une spécialiste de ces procès. J'ai eu le plaisir d'accueillir donc Noël Ehrenschmidt, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présente ce soir. Pour vous présenter en quelques mots, Madame Ehrenschmidt, dire que vous êtes dessinatrice, illustratrice, et que vous avez travaillé d'abord dans le monde des enfants, du livre pour enfants, avant de vous plonger dans ce monde judiciaire, donc comme pigiste quelque part. Vous êtes devenu aquarelliste reporter et vous avez proposé vos services pour de nombreux médias. Donc vous allez pouvoir nous expliquer en quoi consiste cette profession d'aquarelliste reporter, puisque vous avez couvert notamment les procès que j'ai évoqués, Barbie, Touvier, Papon et d'autres, et peut-être nous exposer en quoi ces procès historiques peuvent présenter quelque chose de différent d'autres procès que vous avez pu couvrir. Vous ne vous êtes pas arrêté là puisque votre métier vous a amené à parcourir le monde et rendre compte de la justice dans d'autres pays en couvrant des procès et en pouvant constater de la façon dont étaient couverts médiatiquement les procès dans d'autres pays. Donc voilà, je vais vous laisser la parole pour cette conférence autour de la couverture médiatique des procès historiques, mais pas que. Bonsoir, donc je suis Noël Ehrenschmidt, je suis reporter aquarelliste et c'est un métier que j'ai connu sur le tard, mais j'ai envie de vous raconter un peu comment les choses peuvent changer aux environs de 50 ans et dire déjà à tout le monde que 50 ans c'est un très bel âge pour découvrir ce qu'on est. J'ai commencé, je suis d'ailleurs d'une famille dans laquelle on dessine. Mon arrière-grand-père était professeur de dessin à Saint-Omer. Mon grand-père dessinait, ma mère était aquarelliste. Donc, on dessine pratiquement à la naissance. Et mes petites filles dessinent, sont dans le métier. C'est une espèce de transmission naturelle. Qu'est-ce que c'est le dessin? C'est le travail de l'œil. Donc, j'ai appris à regarder et j'apprends autour de moi à mes petites filles à regarder. Et le dessin va passer par l'œil, par le cerveau et par la main. J'ai été tardive dans mon apprentissage du métier, puisque j'ai commencé à 31 ans. C'est tard, plus personne n'aurait aidé de commencer à cet âge-là. Comme disent mes filles, maman, t'es pas fatiguée puisque tu as commencé tellement tard. Elles travaillent depuis qu'elles ont 17 ans. En fait, j'ai commencé par Bayard Presse. Pour ceux qui se souviennent des années 70, c'était des années inouïes de créativité. Et je suis rentrée au groupe Bayard Presse. Simplement, j'avais fait une petite histoire de chasse aux papillons. À l'époque, on chassait le papillon. Horreur, disent mes petites filles. Et puis, je suis allée montrer une petite histoire, maman qui chasse le papillon. Et immédiatement, Pomme d'Api l'a prise. Et du jour au lendemain, je suis
devenue une femme à la maison et une femme qui bossait 12 heures par jour. Et je n'ai jamais arrêté. Ça, c'était les années 70. Donc, j'ai fait beaucoup d'illustrations pour Pomme d'Api, ça va vous dire quelque chose, Les Belles Histoires. J'ai fait Okapi, j'ai fait Astrapi, j'ai fait Phosphore, j'ai fait tout ce qu'il est possible de faire en illustration. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'avant les années 80, j'ai été expédiée par le directeur d'Astrapi en Inde, à Calcutta. Il avait senti que j'avais quelque chose à faire et que je pouvais devenir reporter. Et il m'a littéralement flanqué à Calcutta et j'ai quitté mon cocon familial pour Calcutta, le mouroir, et j'ai adoré. Et du jour au lendemain, je me suis dit dans ma tête, ma vieille, ça c'est quelque chose qu'il faudra que tu fasses. Mais sagement, j'ai continué dans l'illustration jusqu'en 83. Et en 83, mes enfants avaient grandi, je m'ennuyais. Et quand on s'ennuie, il faut changer de métier. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais comme j'étais journaliste, puisqu'à l'époque, tenez-vous bien, quand on était pigiste, on était journaliste, et j'étais journaliste depuis 1974, je suis passée devant le palais de justice de Paris. Avec ma carte, je suis arrivée en assise. Je me vois encore m'asseoir exactement sous le fauteuil, à côté de la cour. J'avais à l'époque une plume et de l'encre de Chine. Je ne connaissais pratiquement pas l'aquarelle puisque j'avais travaillé avec des encres. À l'époque, on travaillait avec des encres écolines. Je me souviens avoir vu arriver la cour et j'ai eu un éblouissement et je me suis dit, ma vieille, ne cherche pas, tu es là pour ça. À l'époque, je n'avais pas compris, puisque mon père était mort très jeune, que mon père était avocat, que mon grand-père était magistrat. Donc, je pense que j'ai eu une transmission qui s'est faite sans même que je le sache. Mais du jour au lendemain, j'ai fait des dessins en noir et blanc au Palais de justice de Paris. Et qu'est-ce que j'ai fait à Bayard-Presse? J'ai monté les étages qui étaient entre la presse jeune et la Croix. Et je suis allée carrément proposer mes dessins à la Croix. Le mois suivant, j'étais au procès Barbie à Lyon. Donc, en l'espace d'un mois, j'étais devenue chercheuse de mon avenir et trouveuse de mon présent, si je puis dire. Et ça, c'est très important de dire à tout le monde et aux femmes qui se voient vieillir. 50 ans est un bel âge, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, et on peut trouver sa deuxième voie. Donc, immédiatement, j'ai travaillé pendant 2 mois à Lyon, et ça a été quand même, comment vous dire, j'ai plongé dans l'horreur. J'étais très mal installée, j'étais mal payée. On ne me publiait pas tous les jours. J'étais donc dans une situation très précaire et j'ai adoré ça. C'est-à-dire que j'ai appris du jour au lendemain, j'ai envie de vous montrer un dessin, à plonger dans le dessin en direct. Avec quoi? Ma plume, ma bouteille d'encre. J'avais toujours peur qu'elle se casse la figure. À l'époque, on n'était pas placé dans ce procès. C'était un procès dans lequel la salle des pas perdus était devenue la salle d'audience. Et je me souviens avoir circulé dans toute la scène, quelquefois à côté de Barbie, quelquefois à côté de la cour, et surtout, la chance de ma vie, quelquefois à côté du procureur qui était Pierre Truche. Et ça a été une des grandes rencontre de ma vie, ce procureur qui m'a donné des cours de droit en voyant à quel point j'étais ignorante de la justice, mais à quel point j'avais envie de dessiner la justice. Et ce que je voudrais vous raconter sur ce procès, c'est que quand on dessine, comme moi, en direct, on dessine à la seconde près. Et je me souviendrai toujours du moment où Pierre Truche, levé avec sa crinière blanche, parle à Barbie qui, au début, avait déjà décidé qu'il ne viendrait pas au procès et qui avait dit « Ramenez-moi derrière, je ne veux pas être là » et qui, pendant très longtemps, n'avait pas été là, c'était autorisé. Et un jour, donc, je ne me souviens plus pour quelle raison, il revient dans la salle d'audience et Truche lui parle avec énormément d'humanité de ses enfants. Qu'est-ce que penseraient vos enfants s'ils vous voyaient et s'ils vous écoutaient? Et là, je vais vous montrer un dessin auquel je tiens beaucoup. C'est un Barbie ému. Je vous le montre. Est-ce que vous le voyez bien? Ça, c'est un Barbie ému. Ça a duré, je pense, un quart de seconde. Mais l'avantage du dessin d'audience, c'est qu'on peut, en un quart de seconde, j'allais dire, dévoiler ce que la personne qui est en cause voulait cacher et tout à coup, à la suite d'un événement,
va le découvrir, le laisser découvrir. Voilà un dessin typique de notre métier. On peut arriver à découvrir l'autre face, même d'un tueur terrible comme l'était Barbie. Avec ce procès, j'ai découvert ce que c'était aussi de prendre en pleine gueule des témoignages. Imaginez-vous, moi, 47 ans, heureusement, je n'étais pas une gamine, voyant passer toutes les victimes qui étaient habillées en dimanche. Je mets ça en avant parce qu'on ne va pas témoigner 30 ans après avoir été torturé autrement qu'habillée en dimanche. C'était une fête, entre guillemets, pour elle. Et j'ai souvenir de témoins, des témoignages, mais bouleversants, je vous montre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, je pense. Donc j'ai eu vraiment un défilé de femmes et d'hommes qui, 30 ans plus tard, allaient raconter ce qu'avaient été les tortures infligées par Barbie, droite comme un nid, accrochée à la barre, avec une puissance qui faisait frémir. Et là, je me suis dit, quoi qu'il arrive, tout est possible quand on dessine. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut transmettre. Si la victime est là, c'est que pour nous, qui avons la chance d'être témoins de ces paroles, nous le transmettions à la personne qui n'est pas à ce procès, mais qui va lire l'article. Et je n'ai eu de cesse pendant 2 mois de dessiner tous ces moments extraordinairement terribles. Par exemple, ce Marcel Sturze, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui était habillé dans une espèce de plâtre, même pas d'acier, une carcasse qui le tenait de haut en bas et qui, droit comme un nid, parfumé, je me souviens encore du parfum de cet homme, venait témoigner, droit comme un nid, de ce qu'il avait subi. Quelle dignité! Ça m'a servi de leçon pour toute la suite. J'ai adoré ce travail. Et je vais vous montrer le dessin de Pierre Truche. Voilà, Pierre Truche, merveilleux, j'allais dire, professeur de droit. Et après que je sois allée au Vietnam à la suite des Boat People, puisque là, j'avais commencé à faire de mon métier un métier de journaliste aquarelliste, et surtout, à 50 ans, je découvrais l'aquarelle. Puisque quand j'avais été voir Albin Michel, qui avait créé les carnets du monde, on envoyait un journaliste et un dessinateur. Je vois encore Frédéric Houssin, avec lequel je travaille toujours 40 ans plus tard, me dire où est la couleur. Pas dans la gueule. Je me suis dit, ma vieille, tu sors ta boîte d'aquarelle que j'avais à 18 ans, j'en avais 50, et j'ai pris le métro, je suis allée dans le 13e, et j'ai plongé dans l'aquarelle avec un bonheur total. De même que j'avais plongé dans l'encre, et dans l'encre de Chine et dans la justice, je plongeais dans l'aquarelle. Du jour au lendemain, je suis devenue aquarelliste, je n'ai cessé de l'être, et l'aquarelliste, c'est ma meilleure amie, c'est ma complice, je lui fais confiance, et on ne peut pas se quitter toutes les deux. Donc, je vais voir, quand il arrive à Paris, nommé à la Cour de cassation, je viens rencontrer Pierre Truche. Je lui montre ce que j'avais fait au Vietnam et à Hong Kong. Et qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, Madame Ehrenschmidt, vous allez maintenant plonger dans la justice et vous allez faire ce que vous avez fait ailleurs. Vous allez passer les mois qu'il faudra pour raconter les carnets du palais. Mon premier plongeon de 3 ans dans le palais de justice de Paris. Et grâce à son ouverture, grâce au fait qu'il m'ouvrait les portes, il m'a dit, ben, c'est à vous, on vous ouvre les portes, c'est à vous de prouver ce que vous avez fait. Et j'ai adoré ce travail qui m'a tout appris. J'ai tout dessiné au palais de justice. D'ailleurs, les carnets du palais, tout le monde le connaît puisqu'il a été réédité il y a quelques années chez LexisNexis. J'ai tout appris. J'ai appris à rencontrer déjà Antoine Garapon, puisque Pierre Truche m'a dit, il y a une personne qui peut vous accompagner. Je ne connaissais quand même pratiquement rien à la justice. Donc, je rencontre Antoine Garapon et je fonce dans le palais. J'y suis allée depuis les hauts, dans les archives, jusqu'en bas au dépôt. J'ai tout appris sur la façon dont on pouvait être à la fois très important pour un reporter, présent et transparent. Et ça, c'est vrai aussi dans un tribunal. C'est-à-dire que moi qui suis toujours en couleur, j'étais toujours en noir, comme aujourd'hui, avec des boucles d'oreilles de couleur, parce que ça, personne ne m'empêchera de mettre des boucles d'oreilles de couleur, même quand c'est tragique. Et là, j'ai appris tout.
à me faire ouvrir les portes, à me faire accepter, à dessiner. Et surtout, j'ai commencé à apprendre à dessiner de la main gauche, je suis gauchère, et à prendre des notes de la main droite, puisque je suis reporter. Reporter, ça veut dire que je dessine, mais je prends des notes, parce que le dessin est souvent accompagné par la parole. Et la parole, comment vous dire, elle fait partie du dessin. Et quand quelqu'un va lire, va regarder le dessin, s'il est accompagné de la parole, à ce moment-là, on aura un tout. On aura le sentiment d'être ce que moi, j'ai vécu. J'ai adoré ce travail. Je regarde l'heure pour voir si je ne parle pas trop. Donc, j'ai commencé à faire Barbie, ensuite Touvier et ensuite Papon. Alors, Papon, c'était quand même 8 mois à Bordeaux. Là, je connaissais l'aquarelle et là, honnêtement, je me suis éclatée. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je ne sais pas si on le voit bien. Là, je me suis lancée dans des dessins qui sont des dessins pédagogiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour le lecteur une salle d'audience? Donc, non seulement je montrais les gens, mais je notais sur le dessin qui est qui. Là, par exemple, vous aviez un dessinateur d'audience qui n'était qui d'autre qui était Riss, puisqu'à l'époque, on a été Riss et moi pendant les 8 mois. Donc là, je suis allée au fond de ce qu'on peut faire pour le dessin d'audience. Et il y a quelque chose que je voudrais vous montrer parce que j'y tiens énormément, c'est ce dessin de Maurice Papon. J'étais dans les meilleurs termes avec le président du tribunal. Et quand on passe autant de temps, il y a un moment où on ne sait plus comment dessiner. Et je vais voir le président, je lui dis, monsieur le président, est-ce que vous accepteriez que je dessine pratiquement où je veux? Il me donne l'autorisation. Je me trouve un jour face à Maurice Papon qui attendait de rentrer dans la salle d'audience. Formidable dessin, il lit son journal qui parle de lui, il avait une chemise rose, je lui dis qu'elle est jolie votre chemise rose, il me dit elle n'est pas rose, elle est cyclamène. C'est-à-dire qu'on avait la personne jugée, terrible, et qui tout à coup se montrait sous un jour totalement quotidien. Et c'est ça notre métier. C'est à la fois de dessiner ce qu'on entend, dans le cas de tous ces procès, ce sont des choses absolument terribles, mais aussi, comme je vous ai dit pour Barbie, de découvrir derrière la personne qui est jugée, même la pire, peut-être une once d'humanité. Et c'est aussi dans ce procès que j'ai appris à faire quelque chose de vital. Regardez ce dessin-là, je ne sais pas si vous le voyez. C'est très important, c'est la table des délibérations. Quand j'avais travaillé dans les carnets du palais, j'avais suivi une session d'assises et on m'avait dit c'est la table des délibérations qui raconte comment se passait le procès. Et là, je demande au président, est-ce que vous m'autoriseriez? Il m'autorise. Je me souviendrai toujours, il ouvre la porte. J'étais devant la table des délibérations. Il me laisse seule après m'avoir dit justice est faite. Donc pour moi, c'était l'aboutissement total de ce procès terrible de 8 mois. J'avais dessiné la table des délibérations. Est-ce que j'arriverai à faire la même chose cette fois-ci au procès du V13? Ça, c'est pas sûr, mais je poserai la question, c'est évident. Donc, dans tous ces procès que j'ai adorés, comment vous dire, je pense que notre métier, vous l'avez compris, c'est de transmettre ce qu'on entend. Et là aussi, vous aviez des témoignages absolument bouleversants de ces femmes, de ces hommes, dont la fameuse Juliette, dont le journaliste avait dit, elle est belle Juliette. Je me souviens de Juliette arrivant, elle aussi en dimanche, les ongles faits, la coiffure magnifique, face à Papon, tenant tête à Papon, et en lui disant ces 4 vérités il y a 30 ans qu'elle attendait pour lui dire ce qu'elle pensait. Donc c'est une espèce de duel permanent, totalement humain, et surtout ce que j'ai compris, c'est que quand on entre dans une audience, personne ne sait ce qui va se passer. On imagine que le programme est là, très bien. Il faut toujours rester le pinceau en l'air, tout peut arriver. Que ce soit tout à coup un accusé qui se met à hurler ou des avocats qui se battent entre eux, nous sommes là pour dessiner, quoi qu'il arrive, à la minute près. Et le côté à la minute près, c'est la base de notre métier. On est là pour prendre en plein estomac ce qu'on entend et à le restituer aussi sec. Et je continue de le dire, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut dessiner. Donc cette passion
formidable qui m'a toute ma vie habité ne s'est jamais terminé. Parallèlement, j'ai travaillé beaucoup pour Le Monde. J'ai fait le procès Clearstream, j'ai fait le procès Dumas. Ce sont des procès de correctionnels plus légers. N'empêche que, il ne faut pas oublier que dans un procès, l'accusé, il est mis à nu. C'est-à-dire qu'on va apporter les psychologues, les voisins qui vont raconter ce qu'est cet homme qui se montre avec le visage qu'il a, mais on va le déshabiller jour après jour. Et c'est extrêmement violent, quel que soit le procès. Et je vais vous raconter quelque chose qui m'a énormément touchée. J'étais dans un procès d'assises, je débutais, enfin il y a quelques années que je le faisais, et c'était un procès de crime passionnel, basique. Alors vous avez le mari et la femme, l'amant, classique. Et tout à coup, à côté de moi, je vois un vieux dessinateur, vieux, il avait mon âge, mais à l'époque, je le trouvais vieux. Je le vois pleurer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit cette phrase formidable, ça aurait pu être moi. C'est-à-dire que tous ces procès renvoient à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas les gentils, les autres, ce sont les méchants. Tout le monde peut tomber. C'est ce que j'ai appris en faisant un énorme travail dans les prisons. Tout le monde peut tomber. Personne ne peut jurer qu'il ne sera pas un jour accusé pour des tas de raisons. Donc, écoutons ce que disent les gens, ne jugeons pas et comme dessinatrice d'audience, rendons compte à la minute près de la parole qui est donnée, que ce soit la parole de l'accusé, que ce soit la parole des victimes, des avocats, on est là pour écouter et pour transmettre quoi qu'il soit dit. Et si je rencontre un dessinateur qui me dit « je ne peux pas, c'est trop », eh ben je lui dis « mon vieux, tu changes de métier, nous on est là et on peut ». Et j'ai toujours pu, entre guillemets, parce que je sais que je suis faite pour ça et que le travail que je fais, personne ne pourra le faire autrement que moi qui a la chance d'assister justement au procès. Et d'ailleurs, donc j'ai suivi tous ces, j'allais dire, tous ces procès dont je vous parle, petits ou grands. Parallèlement, je me suis passionnée à nos institutions françaises. Quand j'ai vu le procès avec Villepin, Clearstream, figurez-vous que j'ai trouvé là, comme beaucoup d'hommes politiques, l'homme au double visage. Le visage de l'homme politique qui baisse la tête, c'est dur, c'est violent un procès. On est mis, comme je vous disais, tout nu, puis personne ne va vous lancer des fleurs. C'est la bataille continuelle entre plusieurs groupes. Donc il baisse la tête, il me salue, nous nous saluons. Et puis vous aviez l'homme politique qui sortait sur la salle des pas perdus, celle qui est actuellement la même que celle que j'ai connue, mais simplement refaite pour le nouveau procès. Et alors il bombe le torse, il est devant les photographes, il est devant les télévisions, il bombe le torse et à ce moment-là, ça devient l'homme public. Et je me suis dit, là, ma vieille, écoute ça, regarde ça, l'homme au double visage, pourquoi j'irais pas faire un petit tour du côté de la politique? Et je sortais du procès Clearstream, j'ai passé 3 ans sans quitter les lieux, à l'Assemblée, au Sénat, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, à l'Élysée, jusqu'au journal officiel pour raconter comment se fait la loi en France. Pourquoi? Parce que de la même façon que tous les étudiants, tous les jeunes, tous les citoyens français devraient assister à un procès, tous les jeunes devraient savoir comment la loi se fait en France. Et justement, ma passion, c'est devenu au cours des années de rendre compte de lieux clos, de lieux qui font peur, puisque de toute façon, tout le monde a peur, sauf moi, puisque moi, j'y vais. Donc, quand on voit, on a moins peur que quand on imagine. Pour raconter ce que nous sommes, ce qu'est la France, ce qu'ont les institutions. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut que je dise. Entre-temps, j'étais passé 2 ans au Vatican, vous allez vous dire pourquoi. Parce que, ayant dessiné la salle des pas perdus du Palais de justice de Paris, qui était la première fois où je dessinais un lieu aussi énorme, après l'avoir fait, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dessiner de pire, de plus énorme? Et à ce moment-là, je me dis, le Vatican. Pourquoi le Vatican? Parce qu'on a toujours l'image, quand même, de ce lieu. Ça m'a pris 2 ans pour entrer au Vatican. Figurez-vous que j'y suis arrivée grâce au cardinal Pape Poupard, qui, sur place, m'a accueilli, un grand du Vatican. Et puis, je m'y installe. Et là, pendant 2 ans, figurez-vous, j'ai appris, dans un des lieux les plus
violent. Le Vatican, c'est violent. C'est-à-dire que j'étais une femme, heureusement, donc pas grand-chose, puisque la femme à l'époque, c'était 99-2000, rien du tout. Donc, j'ai utilisé déjà mon âge, j'avais déjà 60 ans, là j'ai toujours un plus, pour me faire ouvrir les portes. Petit à petit, j'ai ouvert les portes et petit à petit, j'ai dessiné. La seule chose que je n'ai pas dessinée, c'est la chambre du pape. J'ai dessiné absolument tout ce qu'il était possible de dessiner. Et du coup, j'ai appris deux vertus qui sont peut-être pas théologales, mais qui sont les miennes, patience et obstination. Je suis arrivée à me faire ouvrir toutes les portes, à me faire accepter. Comme j'avais déjà 60 ans, je pouvais devenir la confidente de tous les gardes suisses, mais même des monseigneurs qui vivaient dans un monde d'hommes, et moi j'arrive, je suis pratiquement la grand-mère, donc on peut se confier à la grand-mère. J'ai adoré ce travail, et surtout, quand je suis revenue à la politique, comme je vous disais, je les ai trouvés suaves par rapport à tout ce que j'avais vécu au Vatican. Là, il m'a semblé que les portes s'ouvraient naturellement et que tous ces hommes politiques qui avaient toujours un discours politique, devant moi qui n'avais aucun discours puisque j'étais nulle en politique, je ne leur demandais pas à quoi pourquoi vous votez, mais je leur disais, je ne suis pas député, qu'est-ce que c'est que d'être député? Dites-moi un peu ce que vous ressentez. Et à partir du moment où on demande aux gens de dire ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent surtout, c'est formidable à quel point la parole devient passionnante. Donc j'ai passé 3 ans à me faire ouvrir des portes et à rencontrer derrière les façades d'hommes politiques des personnes, je ne vais certainement pas vous dire comme vous et moi, mais en tout cas des êtres humains qui m'ont énormément touchée. Et ça, j'ai fait après une exposition sur les grilles du Luxembourg pour la loi. Et ça y est, j'avais pratiquement clos aussi ce moment, puisque j'avais fait le tour de toutes les institutions, et j'étais persuadée en tout cas qu'un jour j'en ferai, c'est pas encore vrai, mais ça le deviendra, j'en ferai quelque chose au service de la jeunesse, pour leur dire, voilà ce que c'est ce que j'ai vécu, voilà les gens que j'ai rencontrés, n'hésitez pas à poser des questions, c'est ce que vous allez vivre quand vous allez voter, et vous allez vous apercevoir qu'il y a dedans, il y a énormément d'humanité. Donc j'avais déjà 70 ans. J'étais prête à lâcher prise et à me dire, allez, maintenant je vais commencer à faire des choses légères, faire des portraits de maison pour ceux qui quittent leur maison. Tout ça, ça m'amusait. Et voilà que, qu'est-ce qui se passe? Le V13 me tombe dessus. C'est-à-dire que à l'occasion d'une visite à la Cour de cassation, on me fait visiter la nouvelle salle des Pas perdus que j'avais connu en 92, je suis en 2019, en 2020, je découvre cette salle entièrement refaite pour un procès, donc on disait que c'était le procès le procès du siècle. Et là, j'ai pris un choc énorme, je me suis dit, mais ma vieille, tu vas finir là où tu as commencé et tu vas suivre ce procès. Donc, j'avais compris, je suis opiniâtre, je me suis fait ouvrir les portes. J'avais donc mon accréditation en août. En août, c'est ça. Et depuis le 8 septembre, je suis tous les jours pratiquement que de fait, je suis la plus fidèle, ce procès du V13 qui me passionne parce que contrairement au procès Barbie-Touvier-Papon, les victimes ont l'âge des accusés et très souvent l'âge des avocats. Donc on est dans un brassage, comme m'a dit l'architecte, on n'a jamais eu autant de jeunes dans les victimes. Donc on est dans notre actualité à nous, c'est pas la guerre d'il y a 30 ans, c'est la guerre aujourd'hui. Et c'est bouleversant ce qu'on entend. Alors là, bouleversant, et ça me touche parce que c'est l'âge de mes petites filles, dont j'en ai une d'ailleurs qui était match de foot, donc qui a vécu des choses difficiles sans que ce soit dramatique, mais là, j'ai le sentiment, et je l'ai encore, que c'est absolument nécessaire de dessiner pour ce procès, qui sera mon dernier procès, j'aurai clos l'affaire et comment veut dire, je finirai là où j'ai commencé. Donc, je suis en parfaite harmonie avec ce que je voulais faire. J'ai rencontré, la chance aussi, c'est que je rencontre plein de jeunes dessinateurs. Les dessinateurs de Charlie Hebdo qui sont tous jeunes, il y en a même un qui a pratiquement 3 fois, oui, j'ai 3 fois son âge, j'ai toujours 2 fois leur âge. Ce sont des dessinateurs qui n'ont jamais, figurez-vous,
fait de procès. Et Rhys a eu le coup de génie de choisir 3 garçons formidables. J'ai le sentiment que la transmission est totalement faite. Comment vous dire, ils sentent les choses, je les accompagne, ils m'apprennent beaucoup de choses aussi, on n'a jamais fini d'apprendre quand on dessine, jusqu'à la fin de sa vie on apprend, et je suis dans un bonheur total, accompagnée de toute cette jeunesse que je trouve merveilleusement douée, qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire comme moi j'ai eu quand j'ai commencé. La seule chose, c'est que moi, j'avais pas 20 ans, j'avais pas 25 ans, j'en avais pratiquement 50. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose que je salue avec bonheur, puisque je suis sûre que la transmission est faite. La seule chose que je voulais ajouter, parce que ça, c'est très, très important, ce que je trouve absolument génial, c'est qu'on a vu arriver un journaliste, un dessinateur d'audience belge qui travaille, devinez sur quoi? Sur tablette. Là, j'ai eu un choc, je me suis dit, ça, ma vieille, toi, tu es le Moyen-Âge, qu'est-ce que va donner la tablette? Eh bien, après tout, en Hollande et en Belgique, ils travaillent tous sur tablette. Pourquoi pas la tablette? La seule chose, je suis sûre que la tablette n'ira jamais aussi vite que la main. Ça, j'en suis certaine. Donc, la main, l'aquarelle, parce que je n'ai pas parlé de l'aquarelle, mais l'aquarelle qui est mon alter ego, non seulement je lui fais confiance, mais je lui dis quelquefois, tu n'as pas fait ce que j'imaginais, mais c'est toi qui as raison. Donc, avec mon petit séchoir à cheveux, quand on fait de l'aquarelle, il faut avoir un séchoir à cheveux. J'ai un tout petit séchoir que tout le monde connaît, que je ne fais pas pendant les audiences, mais pendant les pauses. Je la laisse libre, l'aquarelle. Si elle se plante, eh ben elle se plante, c'est très bien. Je lui fais une confiance totale. Donc, le crayon, la mine de plomb et l'aquarelle, c'est à la vitesse de la vie. Je ne suis pas sûre que la technique soit la même pour les nouvelles, la tablette, mais après tout, moi je ne serai plus là, et si la tablette c'est l'avenir, tant mieux. Pour le moment, la plupart des dessinateurs utilisent encore l'aquarelle. On va voir, vous verrez ce que ça deviendra, mais je trouve formidable que demain soit assuré. Il y a 20 ans, je n'aurais pas dit ça. Quand je vois le travail qui est fait ici, je me dis, formidable, l'avenir du dessin d'audience, il est évidemment pris en charge parce que je suis sûre qu'aucune caméra ne pourra saisir ce que je vous ai montré de Barbie la seconde dans laquelle le visage change. Et pour ça, il faut être à côté, attentive. Donc, qu'est-ce que deviendra dans les dizaines d'années à venir? Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que la transmission du dessin d'audience est faite par des jeunes passionnés et qui ont tout compris alors que c'est leur premier procès. Donc il ne faut pas juger c'était mieux avant, c'était pas mieux avant, mais je suis heureuse de ce qui se fait aujourd'hui et j'ai une confiance totale dans ce que sera demain. Voilà ce que je voulais dire. Madame Ehrenschmidt, on vous remercie beaucoup. Avant que les gens se manifestent pour poser des questions, moi j'en ai déjà une. Je voulais savoir si vous aviez des retours en fait sur les dessins que vous produisez. Est-ce que, alors peut-être pas des mises en examen des accusés, mais est-ce que les magistrats, est-ce que les témoins se manifestent lorsqu'ils voient le résultat de votre travail dans la presse ou à la télé? Est-ce que vous avez des retours sur ce que vous pouvez faire? Non. Alors, pourtant, quand j'ai fait, par exemple, Papon, hein, tous les jours, j'avais 4 colonnes dans Le Monde. C'était formidable. Et alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je travaille dans une liberté totale. C'est à partir du moment où Le Monde me commandait un boulot, on ne m'a jamais dit ce qu'il fallait que je fasse. Je suis libre comme l'air. Donc, je sais que j'ai toujours eu des retours qui étaient positifs, mais personnellement, pas forcément. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé qui est un souvenir ébloui, c'est Clearstream, avec comme journaliste Pascal Robert-Biard. Pascal Robert, pour moi, c'est la quintessence de la journaliste d'audience. Et quand on a la chance d'avoir le dessin qui s'accompagne d'un texte comme celui de cette femme, là, c'est le bonheur total. Donc, moi, je n'ai pas eu forcément des retours, mais honnêtement, ça m'est égal. Je sais que ce que je transmets arrivera à destination. Je ne me suis même jamais, figurez-vous, posé la question, est-ce que c'est bien reçu? C'est évident que c'est bien reçu puisque ça a été totalement donné. Donc, j'ai jamais douté ni de moi, ni de la capacité du lecteur à lire ce que j'avais envie de leur faire transmettre. Donc, c'est même pas un souci que j'ai jamais eu. Tant pis, je suis sûre que le boulot est fait, qu'il est bien fait
et que je continue d'adorer ça. Alors, il y a une question. Je vous invite à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant. En fait, moi, je voulais rebondir sur un point que vous avez évoqué. Vous avez dit que l'un des intérêts de votre travail, c'était notamment de saisir l'once d'humanité qu'il peut y avoir chez des grands criminels et saisir ces courts instants par, par vos dessins. Et je me demandais du coup, est-ce que vous ne pensez pas que le risque, c'est pas d'une certaine manière, en saisissant cette humanité chez les grands criminels, ça n'aurait pas tendance à les réhabiliter et à redorer leur image? Pas du tout. Alors là, pour moi, c'est non seulement, justement, l'intérêt, c'est que tout être humain peut, je ne dis pas qu'il l'a, peut avoir une part d'humanité. Vous avez des grands criminels, vous avez des gens qui sont le mal, j'allais dire, intégral, c'est évident. Ça, à ce moment-là, on voit tout de suite que la porte est fermée. Bon, c'est évident, ça, hein. Mais je ne vois pas en quoi montrer que quelqu'un a eu à un moment une réflexe humaine va le dédouaner de tout ce qu'il a fait comme horreur. C'est ça, l'être humain, il est fait de deux bords. Tout le monde est fait de deux bords. Personne n'est meilleur, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont encore une fois habités par un mal absolument terrifiant. Mais il n'y a pas de jugement, je n'ai jamais eu de jugement, ce qui n'est pas entièrement vrai, parce que l'avocat de Barbie est quelqu'un que j'ai trouvé extraordinairement glaçant, extraordinairement provocateur et terrible. Et puisque je parlais de Touvier, c'est quelqu'un que j'ai trouvé épouvantable. Donc, je peux le dire, hein, on aurait dit un crapaud sous son éclairage vert, c'était effrayant. Mais n'empêche que l'être humain, il est comme ça. De quel droit je vais aller porter un jugement? Moi, je dessine ce que j'entends, ce que je vois. Et donc, c'est à frémir. Et je ne vois pas pourquoi cette personne ayant eu une seconde d'humanité, je ne la montrerai pas. N'empêche que cet homme qui a eu une seconde d'humanité s'est montré terrifiant. Donc, c'est ça l'être humain. Et je dis souvent que je suis une éblouie de service. Combien de fois, et encore maintenant, je suis touchée par l'humanité et par justement l'ambiguïté de l'être humain. C'est ça qui me passionne. On n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, sauf qu'il y en a qui sont noirs d'ébène. Ça, c'est vrai aussi. J'en ai rencontré. Merci Alors, beaucoup. vous l'avez évoqué un petit peu, mais j'aimerais peut-être que vous développiez ce point. Lorsque vous cherchez à saisir un moment du personnage, et comme vous l'avez dit, vous avez la plus grande liberté et la chance de pouvoir voir les différentes personnes au cours de l'audience sous de multiples facettes, contrairement à la caméra qui va filmer en plan fixe. Est-ce que est-ce que l'attente est longue, j'allais dire, avant de saisir le moment que vous allez choisir pour croquer un personnage? Est-ce que vous lancez dès le début ou est-ce que vous prenez le temps d'attendre le déroulement un petit peu des journées d'audience pour, je dirais, voir une personne sous des angles différents et saisir ce qui vous semble le plus caractéristique d'une personnalité, peut-être? Comment vous voyez les choses? Ben moi, c'est pas moi qui dirige, c'est ce que je disais. C'est pas moi qui dirige. Il y a des personnes qu'on saisit immédiatement. Et puis un personnage comme Abdeslam, c'est un personnage qui ne se ressemble pas. Donc, avec en plus les masques, je ne peux pas dire que j'ai saisi ce personnage, mais je ne dirige rien. Je suis toujours à l'écoute et puis, que je le veuille ou non, il y a un jour où ça y est, ça va venir. Mais je suis ouverte à tout, je n'étudie pas le moment où il viendra puisque je suis toujours à disposition. Et je crois que c'est ça l'important de notre métier de dessinateur d'audience, c'est d'être
disponible. Et cette disponibilité va faire que les choses se feront, j'ai une confiance totale, les choses se feront. Quand? On ne sait pas. Mais ces procès, ces grands procès, justement, ce sont des procès qui durent, qui durent. Donc chaque jour apporte la journée d'après. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand une journée commence, bien fou qui pourra dire comment elle se termine. Donc je suis le pinceau levé et on verra bien si c'est le jour où je vais faire le dessin que je souhaite faire depuis des journées. Je fais confiance, mais je ne précipite pas les choses, je laisse aller à la, comment vous dire, à la vitesse du procès, et surtout dans un procès, ce que je n'ai pas forcément dit, c'est vous avez la cour, vous avez les accusés, mais vous avez aussi toute la salle. Donc c'est ça qui est passionnant aussi. Dans le cas présent, vous avez les victimes. Alors là, on n'aura jamais fait le tour des victimes, mais comme je suis aussi journaliste, je m'approche des gens. J'essaye de comprendre pourquoi ils sont là. Je les interviewe, toujours avec ma main droite et ma main gauche. Autrement dit, je fais un travail qui est celui que j'adore faire, c'est-à-dire dessiner et essayer de comprendre. Donc j'ai tout mon temps. Donc quelquefois, j'ai un éblouissement, ça y est, j'ai compris quelque chose. Et puis si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra peut-être demain. Mais je pense qu'il faut laisser faire les choses, faire confiance et profiter du temps qui passe pour avancer pas à pas. Merci beaucoup. On a encore le temps pour une question s'il y en a. Madame Ehrenschmidt, je vais vous laisser le mot de la fin si vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, c'est ce que je trouve important, c'est de dire que j'ai passé ma vie à faire ce métier que j'ai adoré, que ce que j'ai dit tout à l'heure est important, la suite et la transmission est faite, donc je quitte ce dernier procès avec énormément de passion, comme j'ai fait pour les autres. Demain, je me remettrai dans d'autres projets, je me donne jusqu'à 90 ans, là j'en ai 82, mais en tout cas, je continue. Vous pensez que c'est un métier magnifique puisqu'il touche à l'humain, et il n'y a rien de plus fort que d'essayer de raconter ce que nous sommes tous, c'est-à-dire l'être humain. Eh bien, je vous remercie pour ce plaidoyer vibrant et cette conviction. Pour nous, on se retrouvera le 7 avril pour la prochaine intervention où nous verrons le président de la cour d'assises à l'occasion des procès du Rwanda et un historien spécialiste de la question. Donc, je vous donne rendez-vous le 7 avril pour cette prochaine conférence. Et d'ici là, vous pourrez retrouver, notamment pour les personnes qui sont arrivées en retard, les croquis d'audience qui ont été présentés au début de l'intervention par Madame Ehrenschmidt. Madame Ehrenschmidt, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour cette très intéressante intervention. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir à tous.